Claude et Lydia Bourguignon, ils ont à peine besoin d'être présentés parce que leurs pas précèdent leur personne. Et en plus, ils sont toujours associés, ils fonctionnent par deux. C'est l'exemple des deux polarités dont a parlé Éric Julien, du masculin et du féminin. Ils sont ingénieurs agronomes, docteurs en sciences de l'environnement, maîtres de conférences. Ils ont créé le LABS, le laboratoire d'analyse de la microbiologie du sol. Vous savez que la vie est fragile. Elle est fragile dans notre humanité, mais elle est fragile dans la petite partie d'humus, les quelques centimètres qui régulent toute la vie sur la surface de la planète. Autant dire, pour faire très vite, qu'ils sont des patrimoines de l'humanité, qu'on est très heureux de les accueillir. Ils sont entre deux vols. Alors, il ne faut pas que je parle plus. Bonjour, donc on va vous parler du milieu curieusement le plus mal connu de notre planète, qui est le sol. On investit des milliards dans la météorologie, dans la connaissance de l'atmosphère, dans l'eau, mais le sol, c'est le grand 5e continent inconnu. On connaît moins de 10% des espèces vivantes qui occupent le sol. C'est vraiment un milieu extrêmement mal connu. Et pourtant, c'est lui qui nous nourrit. Donc, depuis 30 ans, avec Lydia, on essaye un peu de faire comprendre aux hommes qu'il faut arrêter d'empoisonner nos sols, parce que c'est nous que nous empoisonnons. Alors, la biosphère, c'est le milieu où nous vivons, est formé de trois niveaux. L'atmosphère que nous respirons, sans la respiration on ne pourrait pas vivre. L'eau que nous buvons. Il y a l'eau et l'atmosphère sont des milieux minéraux. L'atmosphère est formée de gaz, l'eau c'est une molécule, H2O. Ce sont des composés minéraux, ce sont des attaches atomiques, c'est presque incassable. On peut polluer l'eau, on peut polluer l'atmosphère, on ne s'en prive pas d'ailleurs. Mais le jour où vous arrêtez de polluer, une rivière redevient transparente et de l'air redevient respirable. Le sol, c'est complètement différent, parce que le sol, ce n'est pas un milieu minéral, c'est un milieu organo-minéral. Il provient de la tâche des argiles, fabriquées par les racines, et des humus fabriqués par les microbes du sol. Or, les attaches électriques qui relient l'argile et les humus sont des attaches extrêmement fragiles. Et c'est très facile de les rompre, et quand on les rompt, les rivières sont pleines de boue, c'est notre terre qui s'en va. C'est ce qui se passe depuis que nous avons décidé d'industrialiser l'agriculture. On a industrialisé la matière, maintenant on industrialise la vie, puis voilà, le sol est en train du coup de disparaître. Alors pourquoi il faut apprendre à le gérer de façon pérenne? D'abord parce que c'est la terre qui nous nourrit, et si on laisse partir nos terres dans les rivières comme nous le faisons, ça ne va pas durer très longtemps. Ensuite, on a besoin d'un sol vivant pour que nos racines plongent profondément et nous apportent tous les oligo-éléments dont nous avons besoin pour notre santé. Or, les racines sont de plus en plus superficielles. Quand nous faisons des profils avec Lydia, on voit que les racines ont de plus en plus de mal à rentrer dans les sols. Et puis, il faut respecter son fonctionnement biologique. Alors, le sol, c'est un milieu étonnant, puisque c'est un milieu qui se crée constamment. Donc, il est comme un être vivant, il connaît une naissance. À partir d'un caillou, vous laissez un caillou, une roche pendant longtemps dehors, vous verrez d'abord des lichens arriver, puis des mousses, et puis petit à petit, il y a un sol qui va se former. Donc le sol, il est comme un être vivant, il a une naissance, une maturité, puis si on le gère mal, une mort, c'est-à-dire qu'il part à la mer. Suivant. Alors si on veut faire une agriculture durable, il faut qu'on regarde comment ça marche. Ça, c'est le travail qu'on fait quand on nous appelle dans les pays étrangers. La première chose qu'on fait, on va étudier le milieu sauvage. Bon, l'essentiel des milieux sauvages sur la planète sont couverts de forêts, donc souvent on va étudier la forêt. Bon, on ne va pas vous faire toutes les écologies de la planète, on n'a pas le temps, on va vous parler de ce qui se passe dans nos forêts à nous, c'est-à-dire en milieu tempéré, à plus de 550 mm d'eau, la végétation naturelle, si l'homme n'intervient pas, c'est la forêt. Et la forêt, elle a besoin de personne, elle n'a pas besoin d'engrais chimiques pour pousser, elle pousse très très bien, elle se débrouille toute seule depuis des milliers d'années, et même si on prend la forêt de Bornéo, depuis 150 millions d'années. Alors comment elle marche cette forêt? La forêt, comme nous sommes en zone tempérée, et que nous avons donc un hiver. En hiver, le sol devient froid, les microbes arrêtent de travailler, l'arbre n'a plus rien à manger, donc qu'est-ce qu'ils font? Les arbres, ils se mettent, comme les marmottes, ils se mettent en hibernation. Ils font tomber leurs feuilles, ils font tomber toutes les branches mortes, et ils vont créer ce qu'on appelle une litière. Cette litière, elle va être attaquée par des animaux, on va voir d'abord la faune épigée, la faune qui vit à la surface du sol, qui va manger toute cette litière, qui va faire des excréments. Ces excréments seront attaqués par les champignons, et ces champignons vont fabriquer les humus. Ces champignons, c'est les maîtres du sol, c'est eux qui savent fabriquer les humus, ils sont en particulier les seuls à attaquer cette substance étonnante que font les plantes, qui est la lignine. Alors voilà ce qu'on voit à la surface du sol. Vous voyez, d'abord le groupe des collemboles, c'est eux qui mangent toutes les parties tendres des feuilles, c'est eux qui transforment nos feuilles en dentelles dans le sol forestier. Ensuite, vous avez les acariens qui attaquent des éléments plus durs. Ensuite, vous avez les vers de terre. Et puis, il y a des pseudoscorpions, il y a aussi des prédateurs dans le sol, il y a tout un équilibre. Et toute cette faune va créer à la surface du sol des excréments, des crottes. Et en haut à droite,
vous avez un sol forestier, vous voyez, c'est formé uniquement d'excréments, et si on le regarde au microscope, on voit que c'est formé de vide. Il y a 80% de vide dans un sol forestier. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt, vous avez l'impression de marcher sur de la moquette, alors que quand vous allez sur un sol labouré, c'est dur comme du béton, parce qu'on a tué toute cette faune, on n'a plus ce couscous que fabriquent les animaux qui vont permettre à l'eau et à l'air de rentrer dans les sols. Alors les arbres se sont adaptés au fait que les animaux lui fabriquent de l'humus au-dessus, donc qu'est-ce qu'ils font depuis des millions d'années? Ils ont développé un double système racinaire, un système racinaire horizontal qui est sous la litière, qui fait qu'au printemps, quand le sol va se réchauffer, c'est ce qui se passe en ce moment, l'eau de pluie, les microbes vont se remettre au travail, les bactéries vont attaquer l'humus, vont le transformer en nitrate, phosphate, sulfate, en éléments nutritifs qui vont descendre avec la pluie, qui vont être récupérés par les racines horizontales de l'arbre et renvoyés dans la canopée. Donc première observation quand on observe la nature, le système sol-plante, il est fermé, il n'y a pas de perte. Alors que nous, on envoie des quantités de nitrate et de phosphate dans les rivières, on a complètement ouvert le système parce qu'on ne respecte pas le fonctionnement biologique des sols. Dans la nature, le système est fermé, il est sans perte, les eaux souterraines sous forêt sont pures. Ensuite, les arbres, ils ont un deuxième système racinaire qui s'appelle pivotant, à condition que vous ne l'ayez pas transplanté. Si vous le transplantez, vous lui cassez son pivot, il ne pourra plus jamais le refabriquer. Mais un arbre qui a germé, il a un pivot, et ce pivot, il descend très profond, et il va souvent jusqu'à la nappe. Record sous chêne, 150 mètres de profondeur. Donc les arbres vont très très bas, et ils relient le ciel avec la nappe phréatique. Cette racine rentre en contact avec la roche, et là, elle va l'attaquer. Et elle sécrète des substances, des acides, et elle va transformer la roche en argile. À cette profondeur, vous avez toute une faune particulière qui va nettoyer les racines mortes, permettre aux nouvelles racines de revenir. Et cette faune, on retrouve les mêmes groupes, on retrouve des collemboles, sauf qu'ils sont aveugles. On retrouve des acariens, on ne sait pas trop comment ils vivent, ils sont très difficiles à étudier parce qu'ils vivent en grande profondeur. Et on retrouve aussi des vers, on trouve des... Suivant. On trouve des vers, on trouve les petits anours en bas à gauche, il a été découvert en France que dans les années 80, mais on continue à découvrir sans arrêt ces animaux, parce que c'est une faune très complexe. Et tout ce travail-là, ça va être de nettoyer toutes les racines mortes. Et donc quand vous arrivez au contact de la roche-mère, dans des sols vivants, sous forêt, la roche-mère, elle est tapissée d'excréments de cette faune. Donc rien ne se perd dans la nature, tout est recyclé constamment, toutes les racines mortes vont repartir dans le système vivant. Alors, l'argile est produite en profondeur par les racines qui attaquent la roche et qui la transforment en argile. La matière organique est transformée en humus en surface. Comment argile et humus se rencontrent pour former le sol, le complexe argile-humique? Grâce aux vers de terre, ceux-là vous les avez tous observés, c'est des grands vers qui vivent dans des galeries verticales. Toutes les nuits, ils viennent chercher de la matière organique, ils vident leur intestin pour former le turricule et ils vont brasser. Et c'est dans leur intestin qui est riche, ils ont une glande qui s'appelle la glande de Morène riche en calcium, et le calcium qui a deux ponts positifs va pouvoir attacher l'humus qui est négatif avec l'argile qui est négatif. Une espèce de grande taille, en haut à gauche, là vous avez Sclerotica gigas dans les Pyrénées qui fait 1 mètre de long. J'ai un animal qui est capable de vous entraîner des tiges de colza dans ces galeries. Sinon, le plus courant, c'est l'Ombricus terrestrix, celui que vous voyez en haut à droite. Ils sont très fragiles aux pesticides. En bas à droite, vous avez un lombric dans une zone d'arboriculture où il est intoxiqué par les produits toxiques. Et ils vont remonter constamment les éléments nutritifs à la surface du sol, évitant ainsi aux éléments d'être lessivés dans les nappes phréatiques. Alors certaines espèces sont géantes, quand vous êtes dans des forêts amazoniennes, par exemple, voilà un ver d'assez grosse taille, c'est des espèces qui montent jusqu'à 6 mètres de long. Il y a vraiment ce qu'on appelle le rêve du pêcheur, des très très gros vers de terre. Évidemment, dans les forêts tropicales, le brassage est encore plus rapide. Deuxième groupe d'organismes qui vivent dans le sol, les racines, là aussi très très mal connu. On connaît beaucoup mieux le fonctionnement des parties aériennes avec la photosynthèse. On connaît très très mal les racines. On ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Ça nous arrive au microscope de regarder une racine, on nous appelle au téléphone, on revient et la racine elle a traversé le champ des microscopes alors qu'elle est séparée des plantes. Donc c'est une façon de se nourrir elle-même dans le sol, on ne sait pas trop comment ça marche. Alors la nature a développé deux modèles complètement différents. Les plantes annuelles, c'est-à-dire le blé, en fait tout ce que nous cultivons, les plantes qui vivent qu'un an, c'est des plantes qui doivent se mettre à graines dans l'année pour pouvoir assurer leur descendance. Elles ont des racines qui poussent très vite. Comme elles poussent très vite et que le sol est quand même un milieu siliceux assez dur, bien la racine, vous le voyez en haut à gauche, elle se protège avec une coiffe de protéines qui lui permet d'avancer. Et tout de suite derrière la coiffe, les cellules s'allongent pour former ce qu'on appelle des poils absorbants qui va permettre à la racine de rentrer dans le complexe argilo-humique et de se nourrir. Vous avez à droite une racine de blé, ça fait comme un voile de mariée. Pour vous donner une idée, un blé, ça fait 200 km de racines et ça fait 5000 km de poils absorbants. Donc oui, c'est un véritable contact extrêmement étroit avec le sol. Vous voyez, comme on met 200 grammes, 200 pieds au mètre carré, ça fait 4 milliards de kilomètres de racines de blé dans un champ de blé. Mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, mais c'est très très important dans le fonctionnement.
Et puis vous avez les arbres, les plantes pérennes, les vignes, toutes les plantes qui durent, elles n'ont pas de poils absorbants. Elles vont s'associer obligatoirement avec des champignons qu'on appelle les mycorhizes. Vous avez en bas à gauche une photo de mycorhize, là c'est une ectomycorhize qui fait un manchon. C'est une réaction symbiotique, c'est-à-dire que l'arbre va donner du sucre au champignon et le champignon, avec son mycélium, va chercher à manger dans le sol et va permettre à l'arbre de pousser dans des sols où on a l'impression qu'il n'y a rien à manger. Si les mycorhizes elles sont capables d'aller lui chercher la nourriture. Ça va faire que les arbres ou les vignes sont des plantes pionnières. En bas à droite, vous avez les racines d'arbres dans un sol à plus de 70% d'argile, c'est-à-dire un endroit où un blé ne pourrait pas pousser. L'arbre, vous voyez, il a le temps, il est patient, et il envoie avec ses mycorhizes et il explore des milieux que les autres plantes ne savent pas explorer. Les arbres, quand on le regarde au microscope dans un sol vivant, vous voyez, les mycorhizes sont à l'intérieur. Là, vous avez les endomycorhizes, après les ectomycorhizes, voilà, les endomycorhizes sont des vésicules avec du mycélium. C'est vraiment, il explore complètement la racine de l'arbre. C'est un système complètement symbiotique. Et quand on voit ça, nous, au microscope, on sait que le sol a encore de la vie. Et là, c'est maintenant, la plupart du temps, quand on fait des coupes sur des arbres fruitiers ou sur de la vigne bien arrosée de chimie, ah ben non, il n'y a pas la photo sans... Si, elle y est. Hélas, on n'en voit plus du tout, quoi. Bon, il n'y a pas la photo. Des photos comme ça, en milieu cultivé, on n'en voit plus du tout. On ne trouve plus de blé mycorhizé, on ne trouve plus de vigne mycorhizée. On trouve tellement peu qu'il y a même un moment, dans les années 80, les scientifiques disaient que la vigne n'est pas une plante mycorhizée. Non, la vigne, quand elle est arrosée d'herbicides et de pesticides, ne peut plus mycorhizer, mais la vigne, quand on la laisse tranquille, qu'on cultive sa vigne en biologie, elle est mycorhizée. Troisième groupe d'organismes, donc on a vu la faune, on a vu les racines. Troisième groupe d'organismes, les microbes. Les microbes sont constitués de trois grands groupes. Le domaine des plantes, c'est les bactéries, les actinobactéries. Et puis le règne, donc ça c'est le règne des plantes. Et puis vous avez le règne des champignons, qui est un règne à part. Il y a trois règnes sur Terre. Il y a le règne végétal, le règne des champignons et le règne animal. Et eux, ces bactéries, ces actinobactéries, ces champignons, c'est les grands régulateurs, c'est eux qui vont gérer tous les éléments du sol. Tous les éléments qui vont rentrer dans les plantes et qui seront ensuite absorbés par nous vont passer par des cycles microbiens. C'est eux qui gèrent tous les cycles nutritifs de cette planète. Ils gèrent le cycle de l'azote, le cycle du soufre, du carbone, etc. Sans ces microbes, la vie ne pourrait pas fonctionner. Leur biodiversité est quasi inconnue. En plus, on est très embêté pour les étudier parce que 95% des microbes du sol, on les met en milieu artificiel, ils refusent de se multiplier. Donc, on ne peut pas les étudier. Ils ne vivent que dans le sol et on n'arrive pas à avoir accès à la complexité de ces populations parce qu'ils ne veulent pas vivre en milieu de laboratoire. C'est leur choix, ils sont libres, mais ils ne veulent pas vivre là-dedans. Pas de nos gémeaux. Alors quand on regarde un gramme de sol vivant, c'est assez occupé, selon les biotopes, selon les écosystèmes, ça va de 10 millions à 10 milliards de bactéries par gramme. Et un gramme, c'est pas grand-chose. C'est 10 000 à 100 millions d'actinobactéries, 100 à 10 000 levures, 10 000 à 1 million de champignons, 100 à 10 000 algues, et puis de 1000 à 1 million de protozoaires. Et quand on pèse tout ce petit monde-là, ça nous fait 2 à 3 tonnes de microbes à l'hectare. Ils ont une énergie biochimique qui est 350 fois supérieure à la nôtre, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'1 million de tonnes d'êtres humains à l'hectare, et c'est la plus grosse énergie biochimique de cette planète, et l'agronomie moderne fait dégager, il n'y a rien à voir, on ne va pas s'occuper de ça, c'est gratuit en plus, très embêtant, c'est pas brevetable, très embêtant, donc on a tout fait pour ne pas dire aux agriculteurs que c'était ça qui était à la base de la fertilité des sols. On a dit non, c'est nos engrais chimiques qui sont beaucoup mieux que tous ces milliards d'animaux, de microbes, qui n'ont strictement aucune espèce d'intérêt, puis surtout c'est très pathogène, les microbes, il faut faire très attention. Un sol stérile, c'est quand même beaucoup plus propre, il y a moins de danger, vous ne serez pas malade. Alors, voilà des choses qui ont complètement disparu dans nos campagnes, c'est les champignons. Le règne des champignons est totalement effondré, puisque nous avons détruit la matière organique de nos sols, nous avons perdu la moitié de notre matière organique depuis 1950. Or, les champignons se nourrissent de matière organique. Ça, c'est des images qu'on ne voit plus, quasiment plus dans les champs, parce qu'on met de l'azote partout et on empêche les champignons de se développer. Ça, c'est un vrai problème. Alors, comment les microbes fonctionnent dans le sol? Ils sont les seuls capables de transformer des substances chimiques du sol, issues des roches, en système soluble, parce que la plante se nourrit dans l'eau du sol, elle ne peut absorber que des éléments qui sont en solution dans le sol. Alors les microbes, ils ont la particularité, pour rendre un élément soluble, ils ont deux voies, une voie qui est l'oxydation, par exemple l'azote, ils vont l'oxyder en nitrate, NO3-, soluble dans l'eau, peut être absorbé par les plantes, ils vont fabriquer du sulfate, 2 fois moins, du phosphate, 3 fois moins, tout ça c'est les formes solubles. Les autres éléments du sol, ils ne sont pas solubles à l'état oxyde. Le fer, qui donne la couleur brune à nos sols, à l'état oxyde, à FeO3, c'est précipité. Donc la plupart des oligo-éléments,
ils sont précipités à l'état oxyde. Donc les microbes utilisent une autre réaction beaucoup plus subtile. Ils vont prendre le ligo-élément, ils vont l'attacher avec un acide organique pour créer un complexe qu'on appelle un chélat. Et comme l'acide organique c'est une fonction CO-, c'est soluble dans l'eau, c'est absorbable par la plante. Donc ce qui est très intéressant quand on regarde le schéma que font les microbes, c'est qu'ils fixent de l'oxygène sur l'élément pour pouvoir le rendre soluble à la plante. Pour qu'ils puissent fixer l'oxygène sur l'élément, il faut que le sol soit aéré. Qui aère le sol, la faune. Or, qu'est-ce qu'on a fait après la guerre? On a mis des nitrates, on a brûlé la matière organique, on a fait disparaître nos vers de terre. On est passé de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à moins de 100 kg. Donc il n'y a plus d'oxygène, plus de nitrate. Et là, l'agro arrive, l'agro-industrie arrive. Non mais nous, on va vous vendre du nitrate, du sulfate, du phosphate, des chélates. Ne vous inquiétez pas, on va remplacer tout ça. Sauf que ça coûte très cher et que c'est polluant. Alors les plantes, vous l'avez vu tout à l'heure, sont des organismes répartis qui se nourrissent dans 2 milieux, dans l'atmosphère où ils vont prélever leur quantité, c'est-à-dire que grâce à la photosynthèse, ils vont prélever le carbone, l'oxygène, l'hydrogène de l'atmosphère pour le transformer en sucre, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. 94% de la matière sèche d'une plante vient de l'air. Donc quand les marchands d'engrais vous racontent que sans engrais on va tous crever de faim, complètement faux, parce que 94% du poids des plantes, ça vient de l'atmosphère, ça vient absolument pas du sol. Il faut arrêter de mentir aux gens, on peut parfaitement nourrir l'humanité sans engrais chimiques, à condition de bien faire travailler les microbes du sol. Mais l'essentiel de la photosynthèse, ou alors, si vous voulez plus que les plantes poussent, il faut mettre un voile sur la terre pour que le soleil n'arrive plus sur les feuilles. Dans le sol, c'est complètement différent. La plante prélève très peu, 6% seulement de sa matière sèche, mais attention, 23 atomes. C'est la qualité, c'est ça qui va donner de la qualité, de la richesse en oligo-éléments qui va vous nourrir correctement. C'est pour ça que les plantes hors sol n'ont strictement aucun goût. C'est qu'une plante hors sol, elle fait sa photosynthèse, donc ça vous fait des tomates, elles sont rouges, elles ressemblent à des tomates, vous les mettez en bouche, ça n'a strictement aucun goût, parce qu'évidemment c'est dépourvu. On ne peut pas, dans ces solutions nutritives, mettre les 23 atomes, ça coûterait beaucoup trop cher, il n'y a que le sol, que les microbes du sol qui savent faire ça, donc vous allez manger de la malbouffe, c'est-à-dire quelque chose gorgé d'eau, mais qui n'a aucun intérêt sur le plan nutritionnel. Alors cette photo est intéressante, une photo que Lydia a prise quand on travaille au Brésil. Au-dessus de la rivière l'Iguaçu, vous avez une réserve naturelle qui est le grand parc national de l'Iguaçu, c'est un modèle qui a 70 millions d'années, qui reçoit 3 mètres d'eau par an. Vous pouvez remarquer que la rivière qui sort du parc national est totalement transparente. Et puis sur la rive de l'autre côté de l'Iguaçu, c'est cultivé, et la rivière qui sort de la zone cultivée, elle est absolument remplie de boue. Donc cette photo est intéressante parce qu'elle montre que le milieu naturel, il fonctionne absolument sans érosion, il recycle tout, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte d'éléments, ça fonctionne depuis 70 millions d'années, c'est relativement durable. Là, c'est cultivé depuis 10 ans, c'est déjà tout en train de partir. Donc on n'a pas fait preuve de durabilité avec notre agriculture industrielle. Donc pour nous, c'est un modèle très intéressant, c'est pour ça que chaque fois qu'on arrive dans un pays, on va étudier ces modèles sauvages, parce que eux, ils ont fait la preuve de leur durabilité. Vous voyez, on n'arrive pas du tout avec cette vision, parce que les agronomes, ce qui est au-dessus, ils appellent ça l'enfer vert. Et nous, on n'appelle pas ça du tout l'enfer vert, on dit ça, c'est un modèle de travail pour créer une agriculture durable. Si on veut que notre agriculture continue à nourrir nos enfants, il va bien falloir qu'on arrête de saccager tout ce milieu naturel, qu'on ait l'humilité de l'étudier et de comprendre comment il marche, comment il fonctionne, comment il fait lui pour être durable, alors que notre agriculture, en 5 ans, le ruine déjà les sols. Alors, comment on fait pour dégrader les sols? Après, Lydia va montrer comment on les répare. Il faut que d'abord, pour pouvoir les réparer, comprendre comment l'homme les détruit. On détruit un sol en 3 étapes. On détruit d'abord la vie qu'il y a dedans. Comment on fait pour détruire la vie, faire disparaître les vers de terre, les microbes, etc. On met des engrais chimiques. Or, les engrais chimiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont minéraliser la matière organique. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer de l'humus, c'est l'inverse, ils vont le brûler. On est passé de 4% de matière organique à 2%, à moins de 2% en 70 ans d'agriculture chimique. Et puis, si vous mettez en plus de l'irrigation, parce qu'évidemment, moins les plantes sont enracinées profond, plus on irrigue de plus en plus sur cette planète, on en est même à irriguer la vigne et les oliviers, les anciens doivent se retourner dans leur tombe, parce que vraiment, il y a des plantes qui n'avaient pas besoin d'être irriguées, c'était bien la vigne et l'olivier, mais les racines de la vigne sont passées de 3,50 m de profondeur en moyenne en Europe à moins de 50 cm en 50 ans. Donc c'est évident qu'une vigne qui est enracinée sur 50 cm, il faut lui envoyer de l'eau. Troisième chose qui va accélérer la minération de la matière organique, c'est l'emploi de labour profond. Avant, on travaillait au cheval, ou même à la main, l'essentiel des hommes travaillent encore à la main. On n'avait pas le temps d'exposer la terre au soleil et de brûler sa matière organique, mais maintenant, avec les charrues, on met la terre en plein cagnard au mois d'août, et là, on brûle complètement la matière organique. Un labour européen dégage 1 tonne de gaz carbonique à l'hectare. C'est que l'agriculture participe à 30% du réchauffement de la planète,
Parce qu'au lieu de stocker le carbone sous forme d'humus dans les sols, nous le dégageons dans l'atmosphère. Donc quand il n'y a plus de matière organique, qu'est-ce qui se passe? La faune disparaît. Comme la faune disparaît, elle ne remonte plus les éléments en surface. Donc vous rentrez dans la deuxième dégradation, qui est la dégradation chimique. Vos sols vont commencer à polluer les nappes, vont commencer à envoyer les éléments minéraux dans les rivières et dans les nappes phréatiques. C'est ce qu'on appelle la dégradation chimique du sol. Puis vous poursuivez, vous insistez, parce que l'homme aime bien insister, et vous allez rentrer dans la dégradation physique. C'est à partir du moment où il n'y a plus d'humus pour attacher les argiles, vous avez perdu les ions qui attachent les argiles et les humus, les argiles se mettent en suspension, parce que les argiles sont négatives, donc elles se mettent en suspension dans l'eau, vous mettez de l'argile dans un bocal d'eau, secouez, vous allez voir, les argiles restent en suspension dans l'eau, et c'est ce qui va colorer toutes nos rivières. Maintenant, chaque fois qu'il pleut, tous nos sols partent. Alors les pollutions chimiques, ça donne ça, au bord de la mer, vous avez les algues qui se multiplient. Voilà, phénomène qu'on ne voyait pas. Nous, quand on a ouvert notre laboratoire il y a 30 ans, on ne voyait pas ça en France. C'est ce qu'on appelle l'érosion éolienne. Les sols sont tellement déstabilisés, tellement l'argile est tellement peu fixée par la matière organique que maintenant un agriculteur il passe sur son champ, puis il y a une nuage de poussière qui se soulève. Personne ne s'inquiète, ça n'alerte absolument personne. Je veux dire, réussir à faire de l'érosion éolienne uniquement en faisant passer les engins, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Non, personne ne s'inquiète. Et puis l'érosion hydrique, là vous avez une photo qui est intéressante. Vous avez à gauche l'agriculteur, il a installé un blé d'hiver, puis à droite, il a décidé de laisser son sol nu pour implanter un maïs au printemps. Il a plu. Vous voyez que là où il y a le blé qui a germé, la terre n'est pas partie, elle est tenue par les racines du blé. Et puis là où c'est nu, tout est parti. On voit qu'il ne faut jamais laisser l'hiver nu. Et maintenant, voilà des rivières avant et après l'orage. Vous voyez les couleurs qu'elles prennent, mais ça choque plus les gens. Les gens pensent que c'est normal que les rivières soient pleines de boue. C'est totalement anormal, c'est des choses qui n'existaient pas. Alors voilà le résultat, là vous êtes sur un champ, c'est intéressant parce que l'agriculteur nous l'a confirmé. Il y a 30 ans, le champ est au même niveau que la forêt. Et là maintenant, il lui manque 50 cm. Il nous l'a dit l'agriculteur, il dit, moi quand j'ai démarré avec ma charrue, et quand j'étais gamin, c'est mon père qui travaillait, on était au même niveau que la forêt. Là, il a perdu 50 cm en 35 ans. Vous voyez, on ne le voit pas parce que c'est des phénomènes qui paraissent lents, mais en une génération, vous perdez, et maintenant, il ne lui reste plus que 25 cm de terre. Il a déjà perdu les 2/3 de son sol en une activité d'agriculteur industriel. Alors en Italie, c'est encore plus spectaculaire, parce que les Italiens, c'est des machos, ils adorent labourer encore plus profond que nous. Donc ils labourent jusqu'à 60 cm. Et là on voit, avec l'idée, on a pris des photos, il y a 2 mètres de différence entre le haut et le bas. Alors comme nous perdons énormément de terre, pour compenser ça, on déboise, 10 à 12 millions d'hectares, ça varie selon les années, essentiellement de la forêt tropicale, puisque le reste a déjà été coupé. Et en plus, on augmente énormément d'habitants, et il faut aussi loger tout ce monde-là. Alors là, voilà une photo intéressante. À gauche, vous avez Haïti, le pays le plus pauvre de la planète, et à droite, vous avez Saint-Domingue. Haïti, pourquoi Haïti a tout déforesté? C'est qu'Haïti a été le premier pays à demander son indépendance et à chasser les colons français et anglais. Et en échange, les colons demandaient un dédommagement. Ils ont demandé à l'époque 150 millions de francs or. Haïti n'avait qu'une seule richesse, c'était sa forêt. Ils ont vendu leur magnifique acajou pour pouvoir payer l'argent que les Anglais et les Français exigeaient. Ils ont déforesté totalement l'île et maintenant, ils s'en sortent plus parce qu'ils n'ont plus de terre. Et quand vous n'avez plus de terre, vous n'êtes pas bien. Et là, on voit bien la frontière. Ils n'ont même plus besoin, les douaniers, de savoir où aller. Ils suivent les arbres et vous savez exactement où est la frontière. C'est assez spectaculaire. Alors je vais passer maintenant la parole à Lydia qui va essayer de vous montrer comment on restaure les sols. Merci. Alors si nous, Claude et moi, on travaille depuis 30 ans pour la restauration des sols et faire une agriculture durable, il faut savoir qu'au niveau des États, à l'heure actuelle, dans le monde entier, les États sont complètement exsangues, et ça va être très très compliqué par manque de moyens, mais il faut savoir que le coût annuel de l'érosion des sols dans le monde est estimé à 400 milliards d'euros. Et chaque année, on perd entre 20 et 30 milliards de tonnes de sol qui sont soit érodés par, comme vous a expliqué Claude, soit par l'eau, soit par le vent, soit par une mauvaise utilisation. Le labour, on travaille, et je vais vous montrer, sur des techniques où en fait on va arrêter de labourer le sol, puisqu'en fait avec le labour on perd 5 milliards de tonnes
de terre et l'érosion. Donc à l'heure actuelle, c'est absolument... quand on discute avec des régions, ils disent mais de restaurer les sols va coûter de l'argent. Et c'est vrai, et c'est un des problèmes. On a alerté le monde il y a déjà 25-30 ans. À la limite, c'est encore possible, mais ça demandera encore beaucoup plus d'énergie. Et surtout, il faut le faire, il faut vraiment démarrer maintenant. L'autre ? Pour faire une agriculture durable, il va falloir remettre des agriculteurs à la terre. En 1955, il y avait 6,3 millions d'agriculteurs en France. Ils sont à l'heure actuelle plus que 500 000. Et c'est une profession, il faut savoir qu'on a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Donc c'est une profession qui est complètement... qui est désespérée parce qu'en fait elle n'est pas considérée, parce que ils ne vivent pas de leur travail. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont moins du SMIC sur un nombre d'heures incroyable. Et comme au niveau du sol, il y a une énergie énorme, on n'en parle pas, et bien du drame de l'agriculture. Si on les montre, ils sont beaucoup trop stigmatisés. Il va falloir, si on veut faire une agriculture durable, il faudra remettre des hommes et des femmes à la terre. On ne pourra pas respecter les sols en ayant ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc ils sont passés de 27 à 3%. Autre chose, et les multinationales sont pour nous extrêmement responsables de ce problème-là que je vous montre. En 1903, là c'est pour des maraîchers, regardez le nombre de variétés de semences qui étaient à la disposition des maraîchers. Et le graphique qui est en bas, en 1983, on a perdu dans des endroits, la laitue 497, et on n'a plus que 36 variétés de semences de ces laitues ou les radis. En plus, beaucoup de ces semences ont été multipliées par les multinationales avec la nécessité très souvent d'utiliser de la fertilisation. Donc en fait, l'agriculteur va être obligé d'acheter ces semences et sera en plus dépendant de la fertilisation qui va avec. En plus, ce genre de semences paysannes, quand vous aviez, je vais peut-être caricaturer, mais des salades ou du colza ou des choux qui étaient en Bretagne, c'était les semences, avec le temps, les agriculteurs les avaient sélectionnées, et ce n'étaient pas les mêmes qui étaient, par exemple, complètement à l'est de la France, en Bourgogne ou en Alsace, parce qu'en fait les sols étaient différents et les agriculteurs, avec leur sélection, ont sélectionné les semences qui s'adaptaient le mieux. Ils étaient dans la vocation de sol, on l'a totalement oublié. À l'heure actuelle, on dit avec la fertilisation, et je vais vous expliquer la différence entre un sol fertile et un sol fertilisé, mais en fait ils étaient dans les vocations de sol. Et sans faire de chauvinisme, la France a porté, mais très très haut, la notion de terroir, parce que les anciens, on mettait un produit avec la région. On parlait des fraises de Plougastel, on parlait du melon de Cavaillon, on parlait du porc de Paris. Maintenant, on parlait de la moutarde de Dijon. Maintenant, c'est devenu des marques, mais ce n'est plus du tout une réalité. Pour la moutarde, par exemple, à Dijon, pourquoi il y en avait? C'est sur le plateau de Langres, à des sols pas très épais et qui étaient extrêmement productif, qualitatif pour les agriculteurs, ils en vivaient. Il y avait une moutarde d'excellente qualité, c'était une sorte de crustifère, et comme le sud de la Bourgogne, il y avait du raisin, quand le vin virait, on avait du vinaigre, et on faisait cette association avec la moutarde qui était écrasée, et avec le vinaigre, et on faisait la moutarde de Dijon. Il n'y a plus de culture de moutarde sur le plateau de Langres, et on parle toujours de moutarde de Dijon. Donc on est dans le mensonge, ce n'est pas une réalité. Et donc il faudra remettre cette notion de vocation. Autre petit exemple, quand vous étiez avec, ça c'est une des mesures qui sont faites par Claude Aubert, il parlait des rainettes du Mans, donc adaptées à la région du Mans, et puis la golden, qui a été extrêmement cultivée aussi dans ces régions. Il a fait une analyse de la vitamine C. Quand vous regardez le pourcentage, la quantité de vitamine C dans la rainette du Mans épluchée, quand on garde non épluchée, quand on garde la peau,
Si on est en culture biologique, bon, il faut peut-être la garder. Quand on est en culture conventionnelle, il faut savoir que l'arboriculture, la pomme est traitée 20 à 30 fois avant qu'elle arrive dans nos assiettes. Mais regardez quand même, on a beaucoup plus de vitamine C sur la golden, qui est une pomme qui n'est pas... Oui, pardon. Que par rapport à la golden, qui n'est pas une pomme adaptée à ce terroir. Donc en fait, on a aussi, on reparle de vocation et de semences qui sont adaptées au terroir. Autres études, parce qu'on oublie, souvent on entend, on dit aux agriculteurs, vous avez des semences hyper performantes, vous devriez faire, elles sont quantifiées pour faire des tonnages énormes, mais quand on regarde ce qu'est la différence, donc là c'est en différence de proportion entre le calcium, le fer, la vitamine C et la vitamine A, sur des légumes et des fruits et des légumes, je passerai les légumes après, entre des produits en 1951 et en 1999. Avec la science, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Si c'est des variétés, si c'est des semences qui sont si performantes que ça, on devrait avoir beaucoup plus d'éléments. Et en fait, vous voyez, pratiquement, on est complètement dans le négatif. Et il y a une étude qui disait qu'avec une pomme en 1951, on avait, maintenant il faudrait 100 pommes pour avoir la même quantité de vitamine C. Pareil pour les légumes, vous allez voir que par exemple la pomme de terre, diapo suivant, la pomme de terre, eh bien en fait on a perdu pratiquement en pourcentage, en quantité, le calcium, le fer, la vitamine C et la vitamine A. Ce sont des études qui sont canadiennes. À l'heure actuelle, ça commence à bouger en France, en Europe, mais pendant très longtemps, ces études n'étaient pas faites, puisque la France, c'est aussi la chasse gardée au niveau agricole de ces multinationales qui ne veulent pas en fait, il y a tout un travail sur les semences paysannes. Les agriculteurs n'ont pas la possibilité de ressemer des semences paysannes. Il faut qu'ils passent par un organisme qui s'appelle le GNIS, mais ils ne peuvent pas remultiplier et remettre certaines semences dans leur agriculture. Ça, c'est une étude aussi américaine. On s'est des blés entre 1973 et 2000. Regardez la perte en fer, en zinc et en sélénium. Quand on sait que des maladies dégénératives, dans la médication qu'on leur donne du sélénium. Et en plus, le sélénium, dans beaucoup de cultures, les choux, les gens, on en mange de moins en moins. Et en fait, c'était des aliments qui étaient très très porteurs de ces oligo-éléments. Alors, tout le problème, c'est comment changer. Alors, pour le problème des semences, c'est très très compliqué parce qu'il y a des lois qui sont au-dessus. Par contre, au niveau du sol, on a, à partir même de son jardin, jusqu'au céréalier, enfin grande culture, ça sera plus compliqué, mais on peut faire quelque chose. Et la notion, nous on essaie de dire dans le monde agricole, ce n'est pas d'azote, NPK, vous avez dû tous entendre parler de cette fertilisation dont on a besoin. On n'a pas besoin d'azote, les sols ont besoin de matière organique. Claude vous a expliqué qu'on n'a plus de faune, à cause trop d'engrais, trop de labour, trop d'irrigation, on a perdu la matière organique, et quand on perd la matière organique, on n'a plus de faune et on a des sols qui deviennent compacts et on a les dégradations qu'on a. Donc comment refaire pour remettre de la matière organique? Dans les jardins, on peut utiliser du mulch avec de la paille ou avec vos tontes. Le compost, donc c'est le compost. Faire très attention, les gens disent je fais du compost. Le compost, c'est un outil qui est extrêmement compliqué. C'est un processus de fermentation à partir de déchets animaux et de déchets végétaux. Il faut le remuer, il faut lui donner de l'aération. Et nous, quand on travaille, moins maintenant, mais au début, quand on travaillait avec les agriculteurs biologiques, ou avec d'autres, ils disaient, moi je mets du compost. Et quand on voyait le compost en fait était pire que s'ils n'avaient rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait une fermentation, non pas avec de l'aération, parce que le compost il faut l'aérer, en fait ils étaient sans oxygène, trop fermés, et en fait le compost c'était du beurre, il sentait mauvais. Un bon compost, il doit sentir la forêt, il doit sentir la terre mouillée. Quand vous avez un compost qui pue, qui sent l'H2S, qui sent le pourri, vous pouvez dire qu'en fait, c'est des produits qui sont toxiques à l'intérieur, et quand vous allez le mettre sur le sol, en fait, vous allez faire plus de dégâts
du bénéfice. Donc un compost, c'est compliqué à faire et il faut le remuer au moins 2 fois. Quand on voit qu'il se sèche, il faut le réhumidifier. C'est une connaissance, le compost. C'est pas juste je mets des excréments, puis un peu de végétaux, et puis ça se fait. C'est compliqué à faire. Mais le compost, dans les jardins, les maraîchers, eux, en utilisent beaucoup, parce que pour faire du maraîchage, vous êtes obligé d'avoir une culture avec énormément de compost. Les maraîchers ne peuvent pas se passer de cet outil pour pouvoir faire les légumes que nous avons. Et puis, avec le travail qu'on fait depuis très longtemps et la collaboration d'un scientifique qui est décédé depuis quelques années, qui était le professeur Lemieux, on a travaillé sur ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Donc c'est les rameaux, il ne faut pas que ce soit les troncs, il faut que ce soit des rameaux qui ne soient pas plus gros qu'un balai ou un petit peu plus gros qu'un balai, un manche à balai, qui est de feuillus, les rameaux de feuillus, et qui est broyé sur à peu près 8 cm. Et ça, le professeur Lemieux a travaillé en Afrique sur des sols qui étaient complètement abandonnés pour l'agriculture, et c'est une bombe pour régénérer des sols, c'est-à-dire des sols qui étaient complètement abandonnés à la culture. Donc quand on met ce bois raméal fragmenté, les champignons attaquent la lignine. C'est des consommateurs de lignine. Donc dans le bois, c'est de la lignine. À ce moment-là, on va multiplier les champignons. Ces champignons, après, viendront de la faune. Ce bois va se décomposer en compost. Et le zéro dans la nature n'existe pas. Sur la Terre, vous avez toujours des œufs qui vont rester. Vous allez avoir un fossé à côté. La faune, comme elle va se retrouver dans un sol qui va être poreux, qui va être beaucoup plus plaisant pour remultiplier ou pour l'arrivée de la faune, eh bien la faune va revenir et à ce moment-là, vous êtes dans un cercle vertueux et eh bien, on peut restaurer des sols. Donc même des sols qui sont complètement abandonnés par l'agriculture peuvent être restaurés. Par contre, ça ne se fait pas en un jour, même pas en une année, il faut du temps. Et le bois raméal fragmenté, c'est un outil qui, quelque part, représente, et pas gratuit, parce qu'il faut qu'il y ait de la haie. Donc, si on veut remettre une restauration des sols, il faudra absolument qu'on intègre ce qu'on a arraché après la guerre, des milliers, des millions de kilomètres. Il faudra remettre de la haie et des arbres. Les arbres, ce sont les seuls organismes vivants qui vont faire 3 choses. On parle sans arrêt de désertification, des nappes phréatiques qui sont vidées. L'arbre, quand il y a un excédent de pluie, c'est le seul organisme vivant qui est capable de remplir les nappes phréatiques. Vous coupez les arbres, vous ne remplissez plus les nappes phréatiques. Donc ça, c'est la première chose. En plus, les arbres, c'est connu, avec la photosynthèse, surtout chez les jeunes arbres, c'est eux qui vont dégager de l'oxygène. Donc pour l'atmosphère, ça c'est très bien. Et puis, surtout avec les feuillus, quand Claude l'a montré au début, quand les feuilles, les rameaux tombent, la faune est là et vous allez régénérer les sols. On ne pourra faire une agriculture durable que si on remet à l'honneur les arbres ou les haies. C'est vrai qu'on ne peut pas cultiver sous les arbres, et encore, à l'heure actuelle, il y a énormément d'agriculteurs qui mettent en place de l'agroforesterie. Nous, on travaille en ce moment aux Indes sur un programme. Ils ont des problèmes, eux, avec le réchauffement de la planète, donc de trop de soleil, de trop de chaleur. Donc on remet des arbres et on fait les cultures sous les arbres. Donc en fait, l'agroforesterie peut être une réponse à des problèmes de sol trop chaud ou de trop de soleil. Et puis, dans le cas des céréaliers, eh bien, on va parler du semi-direct sous couvert qui commence à être accepté. Et quand nous, on a commencé il y a 25 ans, on nous a vraiment pris pour des fous, puisqu'en fait, on ne laboure plus. Alors que depuis la nuit des temps, en fait, il y a des gens qui disaient que en fait, sans labour, on ne peut pas faire d'agriculture. Alors, je vous ai parlé fertilité d'un sol et fertilisation. Un sol fertile, c'est un sol qui a une vocation pour faire un produit, donner un produit de qualité. La fertilisation, c'est un sol qui est fertilisé, c'est un sol qui produira une certaine quantité d'aliments, mais avec des fertilisants. Ils peuvent être fertilisés
même en agriculture biologique, parce qu'il y a certains sols qui ont besoin de compost. Mais en fait, le sol va être fertilisé. Un sol qui est fertile, en faisant pas grand-chose, il vous fera une production de qualité et il vous fera une production qui sera de sa vocation, qui va être goûteuse, beaucoup plus que si vous êtes sans arrêt en train d'être obligé de rajouter de la fertilisation. Autrefois, les anciens parlaient d'amender les sols. On a complètement oublié cette vocation. Qu'est-ce que c'est qu'amender un sol? Ils ne parlent que de fertilisation, parce que la fertilisation, c'est pour la plante. Donc dès qu'on fertilise, dans l'année, ça donne un coup de fouet, même un coup de poing, puisque quand c'est en solution, quand on fertilise avec des produits qui sont en solution aqueuse, Claude vous a dit que la plante, elle ne se nourrit que quand les éléments sont dans l'eau. Donc quand on balance très fortement des engrais, la plante, elle est violée. En fait, on la force à prendre la fertilisation qu'on donne, au détriment de ce que feraient les microbes pour donner le goût. Donc plus on fertilise, plus on va diminuer les éléments, comme je vous ai montré, le calcium, le phosphore et les vitamines qui sont générées par des processus chimiques. Donc les amendements se divisent en différentes choses. Donc l'amendement, c'est pour la terre. C'est vraiment pour aider la terre qui, grâce aux microbes et à la faune, va donner les éléments qui vont aller à la plante. C'est pour ça que quand on utilise du compost, les gens disent « mais j'ai mis du compost, mais j'ai rien vu l'année, enfin 3 mois après, 4 mois après ». Ben non, parce que le compost, il va stimuler la faune, il va stimuler les microbes, et les microbes, il faudra qu'ils aient du temps pour passer les éléments. Alors que la fertilisation, c'est immédiat. Donc on peut utiliser des roches. Nous, plutôt que d'utiliser des éléments solubles, on va utiliser des roches comme du calcaire broyé, du carbonate de calcium broyé, du basalte pour manque de fer, qui vont être attaqués par les microbes et qui passeront à la plante. Et en plus, les microbes le donneront à la limite quand la plante en a besoin. Si la plante n'en a pas besoin, elle ne va pas aller chercher, elle ne demandera pas. Donc c'est vraiment une absorption de qualité. Alors dans certains sols, c'était utilisé, autrefois on a gardé ce terme, le terme marner. Quand on vous dit qu'est-ce que j'ai marné, c'est la difficulté du travail. Les anciens, pourquoi? C'était le marnage. Ils allaient chercher quand les sols étaient pas assez argileux, vous avez des sols qui sont très très riches en sable, pour refaire ce complexe argilo-humique, comme vous a expliqué Claude, l'argile, la matière organique et un élément, le calcium, qui va rattacher les deux, ils allaient chercher dans des carrières, et quand vous vous promenez en France, vous voyez même en forêt dans certains endroits, des carrières qui ont été abandonnées, qui sont des carrières argileuses, parce que les agriculteurs, en hiver, allaient avec des remorques, chercher de l'argile qui était calcaire, ils la mettaient sur le sol, ils apportaient leur compost, ils attendaient que l'hiver ou le gel fasse le travail pour éclater l'argile, et au printemps, avec un râteau, ils mélangeaient le tout, donc ils faisaient du complexe argilo-humique. D'où le nom marné, parce que c'était extrêmement dur. Ça, c'est terminé, on ne fait plus, nous on le conseille, mais c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Et quand vous avez un sol qui est trop argileux, eh bien vous pouvez lui ajouter du sable, puisque là, vous allez le rendre beaucoup plus léger. Et ça, on s'occupe du sol qui permettra à la plante et aux racines de mieux descendre. Et puis, bien entendu, on les composte. Donc, et le compost va donner, le rapport de son carbone par rapport à l'azote va être élevé, puisque c'est pour redonner de la matière organique dans les sols. Et la matière organique, elle a besoin de carbone. Donc, on va parler de compost et du bois raméal fragmenté, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Fertiliser à sol, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour augmenter, on va utiliser des engrais pour augmenter ou maintenir le rendement. Les fertilisants se divisent en deux choses, soit des fertilisants qui sont sous forme soluble, l'urée, l'azote, le phosphore que mettent les agriculteurs. Après la guerre, on a mis des quantités de fertilisation on stimulait tout de suite, et l'engrais, ça a super bien marché et les doses étaient beaucoup plus faibles que maintenant. Pourquoi? Parce que là, les engrais solubles, ça fonctionne quand il y a beaucoup de matière organique. Comme on a de moins en moins de matière organique, on est obligé de mettre de plus en plus de fertilisation. Donc les agriculteurs sont dans un cercle vicieux. Et puis les fertilisants organiques, donc là, ça peut être en biologie, c'est des composts qui sont réduits en bouchons ou en palettes,
On enlève l'eau, on les serre et les agriculteurs peuvent les utiliser, mais il n'y aura pas la faune, il n'y aura pas forcément la qualité. L'engrais vert, c'est-à-dire on va faire une culture, quand ça va pousser, on va la couper, la mélanger légèrement et ça donnera un engrais. Ou le lisier, donc le lisier c'est vraiment ce qui sort des étables. Et pour nous, ce sont, à l'heure actuelle, c'est pas la fertilisation qu'il faut mettre, puisque c'est des fertilisations qui ont l'azote est supérieur au carbone. Comme on vous a dit que les sols manquaient de matière organique, plus on fertilise avec cela, plus on va augmenter la minéralisation et on diminuera de plus en plus la matière organique. Donc les fertilisations organiques, il faut faire attention. Alors, les avantages des amendements, ils stimulent le fonctionnement du sol et donnent le goût de terroir. Par contre, ils ont un inconvénient, ils ont une action lente. Si vous mettez du compost, je vous ai dit, ça sera 1 an ou 2 ans après. Les avantages des engrais, de la fertilisation par des engrais solubles, c'est extrêmement rapide puisqu'on force, on viole la plante, mais le dosage est extrêmement difficile parce que soit on en donne trop et par excès, on va déséquilibrer, là j'ai dit les vignes, mais les plantes et la notion de terroir. Alors la notion de labour, pour arriver au labour, voilà, il y a 2 ans, on était encore au Salon de l'Agriculture, voilà ce qu'on présente aux agriculteurs, c'est-à-dire c'est des monstres qui au niveau des poids, vous vous rendez bien compte que ça va compacter, et qui font ce genre de choses. Donc ça c'est en Italie, si vous voyez la taille du labour, on était en dessous des genoux. Hein. Les sillons étaient en dessous des genoux, vous pouvez voir, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas d'utilité à faire ça, si ce n'est que de détruire le sol. Mais ça fait peut-être plaisir. Et Darwin disait, la charrue est une des inventions les plus anciennes et les plus importantes de l'homme, mais longtemps avant qu'elle n'existe, le sol était labouré régulièrement par les vers de terre et il ne cessera jamais de l'être encore. Effectivement, les meilleurs laboureurs, c'est la faune et les vers de terre. Et il y avait un vieux proverbe des paysans qui disait « Dieu sait comment s'obtient la fertilité de la terre, il en a confié les secrets aux vers de terre. » Donc en fait, les anciens avaient cette connaissance de l'importance des vers de terre. Et je trouve que c'est très bien qu'on parle à l'heure actuelle du ver de terre, parce que c'est ce qu'on voit. Et si on remet des vers de terre, ça veut dire qu'on aura des colamboles, on aura des acariens, et qu'en fait, on est dans le cercle vertueux, parce que les vers de terre sont presque les derniers à venir. Donc ça veut dire que tous les autres sont là. Dans le semi-direct sous couvert, Ken disait « La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux anciennes, aux idées anciennes. » Parce qu'effectivement, bon, les agriculteurs, quand ils labouraient, c'était pour qu'ils n'aient pas de mauvaises herbes, et puis ça leur faisait soi-disant un lit de semences. Là, la terre était soi-disant souple. Donc la technique, c'est une technique qui consiste à déposer les semences dans un sol qui n'a pas été travaillé. Mais on a besoin pour ça, et ça c'est un des freins, on a besoin d'un outil qui s'appelle le semoir à disque. Donc c'est un semoir qui est un peu compliqué. Hein. On va mettre, il faut au moins 1 ou 2 trémies, hein, un endroit pour mettre les graines, un endroit pour mettre la fertilisation biologique, et puis s'il faut, quand on met de la luzerne, on va mettre l'inoculum. Et en fait, c'est un système de couteau, comme un cutter. Dans la végétation qu'on aura mise avant, en fait, ce semoir va couper la terre, mais pas très épais, et va déposer la graine et la fertilisation à côté. Et on ne touche plus du tout la terre. Donc voilà, par exemple, les plantes de couverture qui sont semées avant, et on va travailler dedans. Après. Oui, à l'heure actuelle, au début on travaillait, on en mettait 1 ou 2 espèces, et pour ne plus du tout avoir de mauvaises herbes, pour se défaire de ce qu'on dit semi-direct sous couvert égale glyphosate, c'est pas vrai, parce qu'on peut, quand on met 6 espèces de plantes, alors du tournesol, là vous avez du tournesol, vous avez du sarrasin, vous avez de la vesse, vous avez du colza, vous avez du lupin, et donc il y a une telle variété. En plus, il faut savoir que ces plantes ont des enracinements différents, ont des potentiels pour faire remonter les éléments différents, donc c'est des véritables boosters de sol, et après, le sol a une structure vraiment couscous. Donc là, l'agriculteur, il est en train de semer dans de la facélie. Son semoir à disque est derrière. Donc pour les agriculteurs, c'est extrêmement choquant, parce que ça n'a quasiment jamais existé. Alors voilà ce que ça donne. Là, le semoir a coupé, vous voyez, les pailles,
Et en fait, vous avez le blé qui est en train de sortir au milieu de la plante de couverture. Cette plante de couverture va empêcher les mauvaises herbes de venir, puisque ça va faire comme une couverture, comme une moquette. En plus, ça va laisser le sol à l'ombre, ça va permettre à l'humidité de rester, on dessèche moins les sols, et surtout la faune est à l'ombre et va pouvoir se multiplier. Alors en plus, quand vous faites ça, les agriculteurs, là c'est dans notre région, en Bourgogne, on a des sols peu profonds, avec beaucoup de cailloux. Plus vous passez de charrue, plus vous remontez les cailloux. Là, vous avez deux photos. Celui qui est à gauche est en semi-direct sous couvert, il sait plus ce que c'est que concasser les cailloux. Le voisin, il remonte tous les cailloux et tous les 5 ans, il passe le concasseur. En fait, il n'a pas encore compris. Et pourtant, ce voisin-là, ça marche très bien. Il dit jamais plus je retournerai au labour. Alors, quand vous avez aussi un sol en semi-direct, on est en formation, on emmène des gens. C'est le même sol, là, puisque vous voyez ces deux agriculteurs, mais qui se jouxtent. C'est la photo que Claude a montrée en tout début. Il y a eu une pluie. Eh bien, en fait, la ravine s'arrête parce que l'eau rentre et puis les racines, la jeune culture ne permettra pas à l'érosion. Donc, en plus, c'est une totale protection pour les sols. En fait, ils sont couverts. Comme nous, en hiver, on se couvre parce qu'il fait froid, ou en été, on se couvre parce qu'il fait chaud. Eh bien, les sols, ils ont besoin exactement de la même chose. Il faut qu'ils soient couverts pour pouvoir être vivants. Alors, au niveau de l'activité biologique, puisqu'on travaille là-dessus, le laboratoire d'analyse microbiologique des sols, on a un agriculteur, lui, un agriculteur qui fait du semi-direct sous couvert, et son cousin qui n'en fait pas. On a fait les mesures d'activité biologique du sol pendant tous les trimestres, pendant de 2000 à 2004, et maintenant c'est plus. Regardez, son activité biologique n'arrête pas de grimper, il a de plus en plus de faune. Il irriguait avant ses maïs, il ne les irrigue plus, il ne met pratiquement plus de fertilisation. Comme il dit, moi je ne reviens pas en arrière, quoi. Mais c'est très très compliqué, il y a encore un énorme blocage au niveau de ça, parce que ce n'est pas enseigné, parce que vous utilisez vous passez moins souvent, vous avez moins de matériel, donc financièrement parlant, le semi-direct sous couvert ne remplit pas les poches de certaines industries. L'agroforesterie, je vous en ai parlé, beaucoup de gens disent, ben oui, si on fait de l'agroforesterie, on va perdre, bien sûr, les arbres, ils vont prendre de la place, mais vous pouvez, là, c'est une agroforesterie avec des noyers, hein, donc le producteur, le céréalier va utiliser ses noix, et au niveau du rendement, il dit, je n'ai jamais eu de baisse de rendement, parce que les arbres, bien au contraire, en plus, il dit que il a plus d'humidité, et c'est un système qui commence à marcher dans le sud-ouest. Alors, bien entendu, ça ne se fait pas sur un champ qui fait 1 hectare. Hein. Il faut que les machines puissent passer. Il faut avoir une bonne orientation, mais ça marche très bien. Et puis, on va passer au bois raméal fragmenté. Alors là, c'est des sols qui sont complètement morts. Vous allez utiliser ces rameaux. On peut les étendre avec des épandeurs d'engrais. Et là, il ne faut surtout pas l'enfouir, parce que si on l'enfouit, on va se retrouver avec des manques d'oxygène et ça va pourrir. On va semer directement dans ce bois raméal fragmenté. Ce bois raméal fragmenté va être attaqué par les champignons. Hein. Donc là, vous avez le mycélium. Il faut savoir aussi que quand vous avez un sol qui a des champignons et qui a des composts, il retient 300 fois plus d'eau qu'une terre. Donc plus vous avez de la matière organique, plus vous allez avoir des champignons. D'ailleurs, en forêt, souvent on dit « Ah, bon, on a l'impression que c'est toujours humide et qu'il y a des champignons. » Ben oui, parce qu'il y a beaucoup plus d'humidité que dans les sols à l'heure actuelle. Là, c'est les céréales qui poussent à travers, avec des champignons, hein, qui poussent à travers du bois raméal fragmenté. D'autres photos. Et cet endroit qui a été abandonné depuis 150 ans au niveau de l'agriculture, hein, c'était de la friche. Eh bien, en fait, on a un mélange de plantes qui a poussé. C'est sûr que ce n'était pas pour faire du rendement, c'était pour, après, implanter une vigne. Donc, vous allez voir... Alors, en plus, le bois raméal fragmenté, ben, c'est au niveau de la température. Hein, quand vous êtes sous du bois raméal fragmenté, quand sans et avec, eh bien, en fait, il y a sur le même sol, vous avez sans bois raméal fragmenté, excusez-moi, des températures à 15 h de l'après-midi à 38 degrés 5. Il faut savoir qu'une racine à 38 degrés 5 ne donne plus d'information à la plante. Au contraire, elle lui donne une information de fermer ses stomates. Donc les feuilles sont en drapeau, la plante s'ouvre, alors que sous du bois raméal fragmenté, on est à 29 degrés et la plante va rester normale et ne fera pas de stress hydrique.
Donc ça, c'était le sol avant, à droite, avant, après. Et là, il y a une vigne maintenant. Et puis, on va parler pour le maraîchage, donc de la permaculture. Tout le monde en entend parler, parce qu'à l'heure actuelle, on parle même beaucoup de ça. Il faut savoir que c'est issu de maraîchers qui ont écrit un livre au 19e, qui étaient des maraîchers qui étaient autour de la ceinture de Paris, et ils appelaient ça la coplantation. Donc en fait, ils semaient de façon extrêmement rapprochée, pour ne perdre aucune surface du sol, et ils avaient des rendements importants. Donc là, on était dans la photo d'avant, on était donc dans un sol à 1000 mètres d'altitude. Dans cet état-là, on a remis du compost. L'année d'après, voilà le jardin qu'il a fait. Là, vous avez peut-être tous entendu parler de la ferme du Bec et Loin, qui ont mis et qui initient la permaculture. Regardez en fait comment c'est rapproché. À l'heure actuelle, quand vous regardez des maraîchers, c'est des rangées, et puis sur des hectares de salade. Dans la permaculture, vous allez associer la biodiversité. Vous allez mettre par exemple des radis, de la laitue, et puis du chou, et des carottes. Et quand le radis est prêt, au bout de 18 jours, la laitue va grossir, vous allez la ramasser, et ainsi de suite. Et en fait, votre sol va être sans arrêt couvert, et il va vous produire tout le temps. Alors, quand on travaille en agriculture biologique, beaucoup de gens disent « non, mais il n'y a pas de différence ». Donc ça, c'est pareil, c'est une étude américaine. C'est le pourcentage de différence entre des cultures biologiques et conventionnelles. Sélénium, 200% de plus en agriculture biologique. Le molybdène, 152. Le manganèse, 45. Magnésium, 32. Donc en fait, l'agriculture biologique, comme elle stimule la faune et les microbes, elle va permettre, en plus ces microbes vont permettre d'utiliser en fait le sous-sol, la qualité du sol, et vous donner la notion de terroir. Donc en conclusion, le sol est un milieu très complexe, possédant la plus grande biodiversité. Souvent les gens pensent que c'est nous qui sommes les plus importants au-dessus de la Terre, mais en fait c'est la biomasse la plus importante, elle est en dessous de notre planète, et on la détruit beaucoup trop. L'agronomie actuelle a ignoré le fait que les micro-organismes permettent une alimentation qualitative et non pas quantitative, grâce à la faune et à l'oxygène, ce que je vous ai expliqué. Le sol est une ressource limitée, on n'arrête pas d'en parler, en ce moment, écologie, dire que la planète est en danger, oui, il va falloir relever les manches, c'est vrai qu'il faut on hérite du patrimoine des agriculteurs avant la guerre ou tout de suite après la guerre, qui ont permis d'avoir les sols que nous avons et la nourriture que l'on peut avoir. Et si on continue comme ça, nos enfants et nos petits-enfants, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Et tu passes. Et là, je voudrais finir cette conférence sur Élisée Reclus, qui était, on pourrait dire, un anarchiste. Il avait des positions extrêmement importante et très, à l'époque même très vindicative pour le sol, et il écrivait donc en 1869 La Terre, la nature reste belle quand l'agriculteur intelligent cesse d'élever et de forcer comme au hasard les plantes les plus diverses sur un sol dont il ne connaît pas les propriétés, quand il comprend surtout que la terre ne doit pas être violentée et qu'il la consulte, donc la notion de terroir, d'abord en interroge les goûts et les préférences avant de lui confier ses cultures. Je vous remercie.